Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. C'est une nouvelle qui a passé sous le radar ces derniers jours, le gouvernement de la CAQ qui abandonne son projet de réforme du mode de scrutin. C'était pourtant l'un des engagements du parti de François Legault lors de sa création et même qu'on a surfé sur cette idée lors de la campagne électorale. Qu'est-ce qui s'est passé? On va en parler avec Frédéric Bérard. Bonjour Frédéric. Bonjour. Un rappel tout d'abord, c'était quoi l'objectif visé? Qu'est-ce qu'on voulait faire avec cette réforme du mode de scrutin? En fait, un scrutin qu'on appelle proportionnel, il y a plusieurs déclinaisons possibles là, qu'on voit dans le monde, par exemple en Israël, en Italie et à plusieurs autres endroits. Essentiellement, tout ce que ça veut dire, c'est qu'on veut donner une chance, si je peux dire ça comme ça, aux tiers partis. Donc, aux partis qui sont un peu plus marginaux, en quelque sorte. Et on veut surtout s'assurer, donc, que la voix de chaque citoyen, de chaque voteur, résonne, en quelque sorte. En d'autres termes, on pourrait penser ici, dans le cas québécois, et puis c'est comme ça aussi à plusieurs endroits, mais avec, comme je l'expliquais, diverses déclinaisons potentielles, de faire en sorte qu'on conserve le système tel qu'on le connaît actuellement, mais qu'il y a une partie des députés, qu'il y a une partie des représentants qui soient directement inscrits sur une espèce de liste, en quelque sorte. Donc, chaque parti soumet, disons que, je vais faire une histoire plus courte, on conserve le 125 députés. Il y en a 75 qui sont élus de la même façon qu'on connaît actuellement, mais il y a un 50 autres députés qui, eux, vont être proportionnellement, de là le terme, élus dépendamment du suffrage obtenu par chacun des partis politiques. Disons, par exemple, la CAQ obtient 40 bien, elle aura 40 des 50 des 50, en fait, députés, si je peux dire plutôt, disponibles. Donc, en d'autres termes, chacun des partis suggère cette liste-là. Oui. C'est 50 candidats comme tels. Et là, par la suite, on fait l'espèce de découpage, les 40 premiers à la CAQ, 20 disons, aux libéraux, et ainsi de suite. Ça ferait en sorte que de plus petits partis, comme je l'expliquais, par exemple, le Parti conservateur obtiendrait, je sais pas, disons, 5, 6, 7 des 50 députés disponibles. Mais là, c'était une bonne idée, une bonne intention. C'est pas la première fois que même c'est soumis par des élus des partis politiques. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il y avait déjà une partie du travail. On s'était déjà mis au boulot dans l'équipe de la CAQ pour mettre de l'avant cette réforme. Vous avez raison de dire, historiquement, c'est pas la CAQ qui a pensé à ça. Le Parti québécois de René Lévesque, qui s'était fait coincer aux élections début des années 70, qui avait seulement une poignée de députés alors qu'il y avait une portion plus importante du suffrage, avait suggéré un type de réforme semblable. Une fois arrivé au pouvoir, il l'a laissé tomber. On se rappelle aussi les libéraux un peu proches de nous, les libéraux de Justin Trudeau dernièrement, 2015, exactement la même chose. Et la CAQ est tombée dans ce piège-là. Mais vous avez fait bien de le dire parce que contrairement peut-être au PQ de Lévesque et aux libéraux de Trudeau, le travail ici du côté de la CAQ, du côté du gouvernement Legault était bien entamé. J'ai des sources à l'interne qui m'expliquaient que le projet de loi était essentiellement complété. On avait même suggéré, si vous vous souvenez, un référendum. C'était Sonia Lebel qui pilotait le projet initialement. Et là, qu'est-ce qui s'est passé tout simplement? C'est qu'il y a eu des opposants à l'interne. Moi, on me dit que Simon Jolin Barrette a même refusé de présenter le projet de loi à l'Assemblée. Donc, il a fait une espèce de distorsion à ce niveau-là, si je peux expliquer ça comme ça. Et en plus, Frédéric, le plus gros morceau, qui est toujours le même morceau, ce sont les députés, le caucus qui se dit oui, mais là, un instant, si on réforme le système, je vais peut-être moi-même perdre ma job, essentiellement. Donc, c'est toujours à peu près le même réflexe, parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on parle d'une proportionnelle, comme je l'expliquais, on veut donner plus de voix à des... Quand je dis des tiers partis, je ne le dis pas de manière méprisante, pas du tout, mais plutôt expliquer que si on dilue le pouvoir, nécessairement, pour le gouvernement en place, c'est essentiellement une mauvaise nouvelle. Cela dit, ça aurait été bien pour le gouvernement Legault d'aller de l'avant, surtout avec les scores qu'il a actuellement dans les sondages, ce qui voudrait dire qu'il conserverait, même avec une réforme semblable, à peu près le même nombre de députés et il aurait pu porter à l'histoire. Alors là, il faut préciser, c'est pas un report, c'est on abandonne carrément. Ma prochaine question, je me demande, avec toutes ces promesses qui ont été faites, vous les avez mentionnées historiquement, le Parti québécois, le Parti libéral, Justin Trudeau, maintenant la CAQ, je me demande, est-ce que ça trouve écho au sein de la population? Est-ce que la population est déçue, choquée, qu'on voit qu'on ne va pas de l'avant avec une réforme, à votre avis? Justin Trudeau, ça l'était fait reprocher pendant longtemps. Le Parti québécois de René Lévesque aussi. Mais est-ce qu'ils se font reprocher par l'opposition ou par la population?
Ben, ça, c'est une bonne question. Évidemment, par l'opposition, ça va de soi. Puis rappelez-vous ici, dans le cas de François Legault, il y a une photo qui peut être facilement trouvée où il avait annoncé son intention de réformer justement le système. Et là, sur la photo, vous voyez Legault, vous voyez Jean-François Lisée, vous voyez Nadeau-Dubois. Donc, tous ces gens-là qui sont contents essentiellement. Donc oui, l'opposition peut être fâchée de ça par la force des choses. La population, évidemment, aussi, je suis moins certain de la résonance, comme vous dites, chez celle-ci. Par contre, on pourrait facilement aussi expliquer l'espèce de désintérêt actuel de la population face à une telle réforme en pensant à ce qui s'en vient en termes de mesures sanitaires et autres. Disons que l'attention est ailleurs. Peut-être que la résonance aurait été tout autre dans 6 mois ou dans 1 an. Mais est-ce que ça veut dire que dans tout ça, le système actuel, c'est encore une fois le moins pire qu'on a trouvé? Moi, je suis pas sûr de ça, Frédéric. Sincèrement, le système actuel a ses lacunes. Il est possible d'avoir un gouvernement majoritaire relativement fort sans même avoir 40% des votes. Est-ce que c'est démocratique, ça? C'est ça la réponse qu'apporte un système de scrutin proportionnel. C'est de dire, chaque voix compte essentiellement. Et ça encouragerait aussi, je crois bien, la participation au vote. On sait qu'on a des problèmes très sérieux actuellement. Hein. Les gens, de moins en moins, et ça c'est démontré, là, historiquement parlant, ont tendance à aller voter. Pourquoi? Parce que souvent ils se disent, moi de toute façon, je veux pas voter pour ce parti-là. Je sais que c'est lui qui va obtenir le pouvoir. Donc, qu'est-ce que ça me donne d'aller voter au final? Le représentant de ce parti dans mon comté va passer comme une balle. Mais ça me ramène à ma question précédente, Frédéric Bérard, c'est-à-dire pourquoi, donc, si on aura gagné, pourquoi est-ce que ça trouve si peu d'écho au sein des citoyens, des contribuables, des électeurs? Ça, c'est la question à $1 million et c'est la raison pour laquelle j'étais ravi quand vous avez suggéré qu'on discute de ce sujet ce matin, parce qu'effectivement, pour moi, lorsqu'on parle d'une vitalité démocratique dans une société, on doit penser à ce que chaque voix puisse avoir un certain écho à l'Assemblée nationale ou à Ottawa, peu importe. Et oui, j'appelle, en fait, j'en appelle à rien du tout quand je pense, mais si les citoyens s'intéressaient peut-être un peu davantage à ceci, ça semble un peu technique comme ça, mais ce n'est pas du tout, c'est même relativement simple. Si les citoyens s'y intéressaient peut-être davantage et qu'il y avait une pression peut-être plus importante, peut-être que le gouvernement Legault aurait été plus mal à l'aise d'abandonner sa réforme. Or, actuellement, il l'a fait dans une indifférence à peu près totale, là, soyons honnêtes. On va terminer avec un peu d'utopie en étant idéaliste, vous et moi, Frédéric Bérard. Est-ce que vous pensez qu'un jour, ça va être réalisable? Est-ce qu'un jour, le Québec ou une province au Canada, ou même le Canada, va aller de l'avant avec une réforme comme ça? Est-ce qu'on peut encore y rêver, y espérer? Moi, je vais continuer de rêver à cette espèce de dirigeant ou dirigeante qui laissera tomber cette espèce de propension maladive au pouvoir à tout crin et se dira, peut-être que pour mon système démocratique, c'est la chose à faire. Et peut-être qu'en le faisant, de toute manière, je passerai à l'histoire, quand même que je perdais 5 ou 6 députés en cours de route. Au final, qu'est-ce qui est important? C'est d'encourager un système où chaque citoyen se sent représenté ou simplement augmenter mon espèce de petit power trip, passez-moi l'expression. Alors, on est deux à rêver ce matin, Frédéric Bérard, en se réveillant. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, c'est un plaisir. Salut.